Oui, goedemiddag, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. Au nom de Iris Care, les services collège réunis et aussi notre collègue de la COCOF, de l'administration du COCOF, je vous souhaite le bienvenu à cette deuxième déjà webinaire qui s'adresse aux membres du personnel et sur l'operationalisation de la strategie de vaccination pour le COVID-19 voor Bruxelles. Dames en heren, hartelijk welkom op dit tweede webinar dat wij inrichten. En wij, dat zijn Iris Care, de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, maar ook eigenlijk de diensten van de Franse Gemeenschapscommissie, dat wij inrichten over eigenlijk de operationalisering van de COVID-19 vaccinatiestratégie. Nous sommes déjà nombreux, déjà pour l'instant, nous sommes déjà plus que 100 personnes et je pense dans les premières 10 minutes qui vont arriver qu'encore beaucoup de gens vont s'enregistrer sur notre webinaire. Sowieso wordt de opname nadien eigenlijk ook verspreid op onze websites en ook op de websites van de andere administraties, waar u eigenlijk u en uw collega's deze kan herbekijken. Comment ça fonctionne un webinaire? On a demandé je suis pas là tout seul, je suis accompagné in het gezelschap, ik ben in het gezelschap van dokter Leila Belkier. Je suis accompagné par dokter Leila Belkier. Et donc, vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à Dr. Leila Belkier. Comment ça fonctionne? Il y a un petit bloc chat où poser des questions. Vous pouvez taper vos questions au docteur et donc lors de la réunion, on va parvenir vers vous et parcourir ces questions. Dus hoe werkt zo'n webinar? U hebt een blokje waar u eigenlijk vragen kan stellen. U kan uw vraag daar eigenlijk voor dokter Belkier eigenlijk invullen en dan later in de presentatie komen wij daarop terug om uw vragen te beantwoorden. Mais avant de commencer, je vais vous informer un peu sur le planning de vaccination pour la Belgique et comment elle sera appliquée à Bruxelles. Si je peux avoir le slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, het vaccinatieplan in België. Comme vous avez déjà entendu dans la presse et les journaux, nous sommes commencés à Bruxelles à vacciner les membres du personnel et les résidents, surtout dans le secteur pour les personnes âgées, donc dans les maisons de repos et de soins, et les résidences services. À ce jour, déjà plus que 5.000 personnes ont déjà reçu leur premier vaccin. Dus zoals u weet zijn we begonnen met vaccineren van residenten en bewoners in rust- en verzorgingstehuizen, ook servicebeds, vorige week al. En loopt die vaccinatie nu eigenlijk als een trein. Er zijn eigenlijk al meer dan 5.000 bewoners die zich hebben laten vaccineren, waaronder ook enkele personeelsleden. Voor de komende maanden staan er eigenlijk nog heel veel vaccinaties op de planning. Zo beginnen wij eind januari, zullen de personeelsleden van de ziekenhuizen hun eerste vaccin krijgen, samen met eigenlijk de eerste lijns zorgdiensten. En ook eigenlijk in de loop van de maand februari staan de andere collectieve zorginstellingen op het programma om dan nadien de bredere lagen van de bevolking te vaccineren. Donc, comme vous voyez, on a un planning très chargé. Pour le fin février, on va commencer les campagnes de vaccination pour les membres de personnel dans les maisons de repos. Et donc, à partir du février, on va donc aussi commencer à vacciner les autres collectivités de soins en Belgique, mais aussi les professionnels de soins de santé première ligne, y compris les infirmiers indépendants, mais aussi les services aide à domicile, les services soins à domicile. Et donc, à partir de mars et avril, et surtout juin, seront les plus grands secteurs de la population.
Oké, maar genoeg, ik heb genoeg gepraat, dus je pense que j'ai dit assez. Je vais vous présenter notre guest pour aujourd'hui, Dr Leila Belkir. Elle est infectiologue liée aux cliniques universitaires Saint-Luc et aussi elle est professeure à l'Université catholique de Louvain. Dr Belkir, elle a déjà soigné des patients Covid début mars et elle va nous raconter un peu plus c'est quoi un vaccin, à quoi ça sert et pourquoi se faire vacciner, pourquoi ça vaut la peine. Dus dokter Leila Belkir gaat ons een overzicht geven van wat is nu eenmaal een vaccin, hoe is het vaccin tot stand gekomen en waarom we eigenlijk ons best met z'n allen laten vaccineren. Dokter Belkir, bienvenue et je vous donne la parole. Merci. Voilà, donc l'idée c'est de ne pas prendre trop de temps pour présenter, pour qu'on puisse avoir le temps pour les questions. Et donc, avant de parler la vaccination contre le Covid, ou plutôt contre le virus, contre le SARS-CoV-2, je trouve que ça vaut la peine de resituer un petit peu. Donc, vous le savez toutes et tous, on a fortement été impactés par cette pandémie, hein, donc cette dissémination mondiale et rapide du virus dans une population qui, à la base, n'était pas protégée, vu que c'est la première fois que ça fait 1 an maintenant que ce virus existe. Ce qui nous a, nous, marqué comme médecins et cliniciens, c'est la diversité du tableau clinique, donc à la fois des personnes tout à fait asymptomatiques, des personnes qui ont juste une perte de goût et d'odorat, et je mets des guillemets sur le juste, et d'autres qui arrivent à l'hôpital avec des pneumonies sévères et qui malheureusement, dans un certain pourcentage de cas, finissent par décéder suite aux nombreuses complications. Et donc, toute cette pandémie a provoqué partout dans le monde la saturation des hôpitaux, qui est vraiment liée au fait d'un nombre important de patients qui arrivent en même temps et qui fait que la prise en charge de ces patients en même temps a conduit à devoir vider d'autres unités, réquisitionner entre guillemets d'autres médecins, des chirurgiens, des gynécologues, des neurologues qui ont dû mettre un peu de côté leur spécialité pour s'occuper de patients Covid. Et vous le savez, les conséquences malheureusement de toutes les mesures qui ont dû être prises pour sauver les hôpitaux ont des répercussions sociales, psychologiques, mais j'y reviendrai. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est une situation d'il y a quelques jours. Vous savez qu'il y a eu plus de quasi 50 000 personnes hospitalisées en Belgique. On comptabilise malheureusement plus de 20 000 décès, et dans le monde, on est à presque 2 millions de décès à l'heure actuelle. Et donc, comme je le disais, malgré toutes les mesures qui ont été prises pour essayer de contenir cette pandémie, eh bien, on sort d'un confinement, on doit en remettre un en place, on essaye d'ouvrir différents secteurs, et malheureusement, suite à la crainte que cette épidémie revienne, ou quand on voit ce qui se passe dans les pays voisins, il y a des choix politiques qui sont souvent faits et qui ont des conséquences malheureusement terribles, à la fois sur le niveau psychologique, on l'a dit, les enfants, les jeunes, certains ont perdu leur travail, et donc il est vraiment temps que cette épidémie s'arrête. Et donc, pour que cette épidémie puisse s'arrêter, on a un outil fabuleux, vraiment fabuleux, qui a réellement changé la donne en termes des maladies infectieuses à travers l'histoire de notre humanité, et c'est la vaccination, avec ici, vous voyez, un des fondateurs de la vaccination, à savoir Louis Pasteur. Donc, comme le rappelle souvent l'OMS, la vaccination, c'est l'une des interventions de santé publique les plus efficaces et qui présente ce qu'on appelle le meilleur rapport coût-efficacité. Et très rapidement, si on n'a plus de polio à l'heure actuelle, si on a diminué drastiquement le nombre de rougeoles, en particulier dans nos pays à l'heure actuelle, s'il n'y a quasi plus de coqueluche, plus de diphtérie, si les hépatites B ont diminué, tout ça, vraiment, tout ça, c'est grâce à la vaccination. Et donc, la vaccination, c'est environ 2 à 3 millions de décès qui sont évités chaque année. Et je dis bien chaque année. Ici, pour vous montrer, vous, en tant que soignant, si vous prenez les deux graphes qui sont situés à droite de l'écran, c'est l'impact de la vaccination sur l'hépatite B, et en bas, je ne sais pas si quand je mets ma souris, on le voit, ici, c'est sur les accidents professionnels liés à l'hépatite B, donc sur les acquisitions d'hépatite B professionnelles. Vous voyez, le graphe parle de lui-même, on a une diminution drastique depuis l'introduction des vaccins
en 1990, raison pour laquelle, en tant que soignants, eh bien, nous devons être vaccinés contre l'hépatite B. Alors, pour vous donner aussi une idée, parce qu'on en reparlera avec les effets secondaires, il faut savoir que chaque année, c'est plusieurs centaines de millions de vaccins qui sont donnés dans le monde, enfin, qui sont administrés dans le monde. Donc, on ne parle pas de quelques millions, on parle bien de plusieurs centaines de millions, dont 116 millions de vaccins qui sont administrés aux enfants chaque année. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment, on a un recul sur la vaccination. On connaît le risque d'effets secondaires et donc j'y reviendrai, mais donc c'est important de garder ça en mémoire. Et juste un petit bémol, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui continuent à décéder de maladies évitables, par exemple la rougeole. Chaque année, il y a des enfants qui décèdent de rougeole, en particulier en Afrique subsaharienne, parce que certains enfants n'ont pas accès au vaccin. Donc il faut se rappeler que c'est une chance que nous avons de pouvoir nous faire vacciner. Alors maintenant, le vaccin Covid. Donc j'ai repris des schémas qui sont faits par un médecin français et qui publie des PD, qui s'appelle Gilles de Carabin. Le vaccin Covid, eh bien c'est quoi? Il faut savoir que tout d'abord, le virus responsable de la Covid, ce qu'on appelle le SARS-CoV-2, c'est un virus qui présente à sa surface comme une couronne. Et cette couronne, elle est faite de ce qu'on appelle une protéine S. Et la particularité de cette protéine S, c'est que c'est également la clé pour rentrer dans nos cellules à nous lorsque nous sommes infectés. Et donc, c'est un coronavirus. Et il faut vraiment retenir, ou en tout cas se souvenir, que la protéine S, c'est la clé. Alors, un vaccin, quel qu'il soit, il a pour but de quoi? Il a pour but de présenter à notre armée, notre système immunitaire, quelque chose qui ressemble à la bactérie ou ici à la virus. Comme ça, notre système immunitaire s'entraîne, il est prêt, il sait que ici, la protéine S, entre guillemets, il faut taper dessus, c'est celle-là qu'il faut neutraliser. Et donc, si un jour on rencontre le le mauvais, mais donc le virus, eh bien, notre système immunitaire va tout de suite reconnaître la protéine S et donc il sera prêt, il sera préparé à lutter contre le virus. Donc ça, c'est le principe de la vaccination. Et ici, c'est la protéine S qui va vraiment jouer le signal d'alerte et qui va être reprise dans le vaccin. Alors, la question qui revient le plus fréquemment, c'est mais c'est pas possible, pourquoi a-t-on fait un vaccin en si peu de temps? Ça n'est pas normal, en moins d'un an, nous avons un vaccin. Eh bien, il y a beaucoup de choses qui expliquent cela, vraiment beaucoup de choses. Il y a réellement eu une course effrénée au vaccin. Nous sommes face à une situation inédite, mais dans notre malchance, on a eu la chance que dès le mois de janvier, donc pour rappel, les premiers cas de maladies à l'époque inconnues de pneumonie virale ont été signalés en Chine en décembre 2019, mais dès le mois de janvier, eh bien, la Chine a partagé ce qu'on appelle le matériel génétique du virus. Donc, quelque part, la carte d'identité complète du virus. Ça a été un partage qui a été mondial. Donc, tous les laboratoires qui avaient déjà l'habitude de travailler sur les coronavirus, qui avaient l'habitude de travailler sur les vaccins, se sont dit, on va se lancer quelque part dans une course au vaccin. Et donc, très rapidement, les laboratoires chinois suivis de Moderna, on y reviendra, qui maintenant a l'autorisation d'un vaccin ARN, eh bien, ont rapidement commencé les premiers essais cliniques. Donc, un essai clinique, c'est l'étude qui va permettre de montrer si un vaccin est efficace ou pas. Et puis, très rapidement, les résultats étant bons, plusieurs laboratoires ont un petit peu gagné la course. Et en juillet 2020, et j'y reviendrai, les deux grosses études avec les vaccins actuels, donc ce qu'on appelle des études de phase 3, ont commencé. Et donc, je peux déjà vous dire maintenant que nous avons un recul pour des patients qui ont été vaccinés au mois de mars, un petit nombre de patients, mais également un très grand nombre de patients qui ont déjà été vaccinés au mois de juillet. Et puis la suite, vous la connaissez. En décembre, 2 vaccins ont été successivement autorisés et les campagnes de vaccination ont pu commencer. Alors, ce qui a fait gagner du temps aussi, c'est ceci. Donc, de façon très schématique, tout médicament est soumis à un ensemble de phases, d'études différentes, d'abord sur des animaux, et puis ici, c'est sur les êtres humains.
D'habitude, le schéma parle de lui-même. C'est comme un train, on attend de traverser tout le wagon pour passer au wagon suivant. Ici, vu le contexte inédit, vu la pandémie, eh bien, dès que le train commençait à avancer et dès qu'on voyait que ça se passait bien, hop, on sautait directement dans l'autre phase, pendant que certaines personnes restaient dans la phase 1. Et donc, il y a vraiment eu un chevauchement des différentes phases, ce qu'on ne fait jamais d'habitude, parce que d'habitude, on a entre guillemets un peu plus de temps. Et chose très importante aussi, c'est qu'en général, quand on veut soumettre le dossier aux autorités pour qu'elles puissent reconnaître, donc les autorités sanitaires, pour qu'elles puissent dire si oui ou non un médicament ou un vaccin est autorisé sur le marché, on attend que tout soit fini et on attend que tout soit, entre guillemets, publié. Ici, pour gagner du temps, eh bien, durant les études de phase 3, les laboratoires devaient communiquer tous les mois, et je dis bien tous les mois, toutes les données préliminaires, que ce soit en termes d'effets secondaires ou après en termes d'efficacité. Donc, il y a vraiment eu un travail en continu qui a permis que peu de temps après la fin de la phase 3, eh bien, la FDA et puis le EMA ont pu remettre un avis favorable. Et il faut savoir aussi que la plupart des firmes ont commencé à produire les vaccins avant même que les études ne soient terminées. C'était un pari et effectivement ici, ça a été un pari gagnant, en tout cas pour les 2 premiers vaccins. Mais donc en aucun cas, vraiment en aucun cas, on a mis de côté les conditions de sécurité, les conditions d'efficacité, les exigences ont été les mêmes, c'est juste qu'on a permis de gagner du temps sur certaines étapes plutôt administratives. Donc, tout ça a été permis aussi parce qu'il y a eu un investissement d'argent assez phénoménal de la part à la fois de différentes entreprises. Il y a eu des collaborations entre des entreprises pharmaceutiques et des universités. Et puis, les États, les États-Unis, l'Union européenne ont également investi beaucoup d'argent pour gagner du temps. L'autre facteur qui a joué, c'est que nous sommes en pleine pandémie et que donc il y a énormément de patients. D'habitude, dans les études, pour recruter des patients, eh bien parfois, c'est un petit peu, entre guillemets, compliqué. Il faut du temps avant qu'il y ait des personnes qui deviennent malades. Ici, il y avait tellement de patients que très rapidement, ils ont pu comparer entre les gens qui ont été vaccinés et les gens qui n'ont pas été vaccinés, ceux qui ont développé la maladie. Donc, tout ce contexte-là a permis d'avoir, et on ne peut que se réjouir, un vaccin assez rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Sachez qu'il y a en gros 4 façons de faire des vaccins, des façons plus classiques et des façons un peu plus innovantes. Et on va surtout s'intéresser aux vaccins de type ARN. Et donc en Belgique, vous avez tous entendu parler. Pour l'instant, nous avons le Pfizer et nous avons maintenant le Moderna. Alors, ce qui est très important à savoir, c'est que nous avons, nous tous, les êtres humains, de l'ADN. L'ADN, c'est vraiment notre matériel génétique, c'est ce qu'on appelle nos chromosomes. Vous savez qu'on a des chromosomes qui viennent du père, des chromosomes qui viennent de la mère. Cet ADN, c'est notre mode d'emploi. C'est un peu comme notre grand dictionnaire, ou plutôt on va rester sur l'idée vraiment d'un mode d'emploi. C'est ce qui va permettre de fabriquer de l'insuline, de fabriquer nos cheveux, qui va donner notre couleur à nos yeux. C'est vraiment notre carte d'identité, mais qui va donner plein de modes d'emploi. L'ADN, il est protégé dans ce qu'on appelle un noyau, c'est important à savoir. Et donc l'ADN, notre ADN ne sort jamais de notre noyau. Donc quand à un moment donné, il faut fabriquer une protéine, on va prendre par exemple l'insuline. Quand vous mangez sucré, eh bien, vous avez de l'insuline qui est produite. Eh bien, il va faire ce qu'on appelle une photocopie et produire de l'ARN messager. Cet ARN messager, donc c'est une photocopie, eh bien, cette photocopie va sortir du noyau, elle va aller fabriquer, elle va aller dire aux usines qu'on appelle nos ribosomes, eh bien voilà, maintenant vous devez fabriquer telle ou telle protéine. Et ensuite, c'est fini, c'est une photocopie. Vous ne savez pas refaire un livre avec des photocopies. Vous ne savez pas aller recoller une photocopie dans le livre. Et ici, nos cellules sont bien faites parce qu'une fois que l'ARN est sorti, il ne sait pas rentrer. C'est juste impossible. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ce que l'on voit beaucoup sur Internet, c'est certaines personnes qui ont peur que ces fameux vaccins à ARN n'aillent modifier notre ADN. Ça n'est juste physiologique
pas possible. L'ARN ne peut pas rentrer dans nos cellules, dans nos noyaux, pardon. Il ne peut pas rentrer dans nos noyaux et donc il ne peut pas aller toucher à notre livre de recettes, c'est-à-dire à notre ADN. Donc, le principe du vaccin ARN, c'est qu'on va prendre l'ARN qu'on va mettre donc, dans le vaccin, on va l'injecter dans nos cellules musculaires, il va utiliser notre ribosome pour fabriquer cette fameuse protéine S, et puis peu de temps après, eh bien, il est détruit. Mais entre-temps, il suffit de fabriquer seulement quelques protéines pour que notre système immunitaire, notre armée, reconnaisse la protéine S et donc puisse se défendre s'il rencontre le vrai virus. Je ne vais pas rentrer dans le détail des études. Juste cette dia-là et puis quand même quelques-unes, mais pour vous montrer que donc les deux vaccins qui sont actuellement sur le marché, le Pfizer et le Moderna, ont 94 et 95% d'efficacité. C'est énorme. C'est quasi l'efficacité que l'on a, par exemple, avec les vaccins contre la rougeole. Ça veut dire quoi, 94-95% d'efficacité? Ça veut dire, vous prenez un nombre de personnes vaccinées, vous prenez un nombre de personnes non vaccinées, et puis vous attendez de voir qui devient malade. Il faut savoir que les personnes elles-mêmes ne savent pas si elles ont reçu le vaccin ou si elles ont reçu le placebo. Et donc ensuite, on compte. On compte le nombre de personnes malades dans le groupe qui a reçu le vaccin et le nombre de personnes malades dans le groupe qui n'a pas reçu le vaccin. Et donc, vous voyez que les chiffres d'eux-mêmes parlent. Il y a 162 personnes sur les 30 000 pour Pfizer et 40 000 pour Moderna qui ont développé la maladie lorsqu'elles n'ont pas reçu le vaccin, contre 8 personnes seulement, parmi dans le groupe des personnes qui ont reçu le vaccin. Et pour Moderna, c'est 185 personnes versus 11 personnes. Donc, vous avez 95% de chances en moins de développer la maladie si vous êtes vacciné. Alors, les effets secondaires, c'est aussi une crainte. Il y a en effet des effets secondaires qui, la plupart du temps, sont tout à fait légers à modérés. Ce que l'on rencontre surtout, c'est une douleur au site d'injection, un peu de fatigue, des maux de tête, ce qui fait que certaines personnes doivent parfois prendre du Dafalgan. En général, ça se résout dans les 2-3 jours et les effets secondaires sont un petit peu moins fréquents chez les personnes de plus de 55 ans. Même chose pour Moderna. Donc, je vous disais 94% d'efficacité. Alors, combien de temps après la vaccination est-ce que le vaccin est efficace? Il faut savoir que 10 jours après la première dose, on commence déjà à avoir un taux suffisant d'anticorps, enfin un taux qui est quand même assez raisonnable, mais la protection, elle est surtout maximale, plus ou moins 2 à 4 semaines après la première dose. Alors ça, je pense que c'est important. Vous avez toutes et tous entendu, lorsque les premières doses ont été administrées en Angleterre et puis aux États-Unis, qu'il y a eu des réactions allergiques. Donc, les réactions allergiques, c'est quoi? On peut tous faire une allergie en prenant un médicament après une piqûre de guêpe. C'est une réaction dite un petit peu imprévisible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu environ une vingtaine depuis le début de la vaccination. Et donc, on estime qu'il y a 11 personnes sur 1 million de doses qui risquent donc de faire une réaction allergique. Il faut savoir que la plupart des personnes qui ont développé des réactions allergiques étaient des personnes qui avaient des antécédents, donc qui avaient déjà fait des allergies. Aucune personne n'est décédée, aucune personne n'a eu de séquelles. C'est une réaction allergique et qui se traite comme toute réaction allergique, à savoir de la cortisone et ce qu'on appelle de l'épipène, de l'adrénaline. Et on a déjà pu identifier en tout cas une des molécules, un des lipides qui est dans le vaccin qui est responsable de la réaction allergique. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est connu et donc il y a toute une procédure. On sait les personnes qui ne doivent pas recevoir le vaccin. C'est si on est allergique à un des composants. Et les autres personnes qui ont des antécédents doivent être surveillées un petit peu plus longtemps. Donc ça, on en a parlé. Alors, quelques questions avant que vous ne posiez vos propres questions. Donc, les questions les plus fréquentes, c'est les effets secondaires à long terme. Ça, c'est vraiment la question qui revient le plus souvent. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire qu'on a un recul de 1 an, de 2 ans, parce qu'on ne l'a pas. Clairement, on ne l'a pas. Maintenant, que sait-on? 95 à quasi 99% des effets secondaires surviennent dans les 6 semaines. Ça, c'est pour tous les vaccins et ça, voilà, le calcul est vite fait. Depuis le mois de juillet au moins, on a largement ce recul.
Quand on parle de vaccin, on estime qu'on a une chance sur 100 000 d'avoir un effet indésirable très rare. Ici, la chance que l'on a, c'est qu'on a pu inclure dans les études un nombre quasi 10 fois plus important que ce que l'on inclut d'habitude dans les études vaccinales. Et pour l'instant, on touche du bois, il n'y a pas encore eu d'effets liés au vaccin, d'effets indésirables graves. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, ça veut juste dire que pour l'instant, et sur les plusieurs millions de doses qui ont été administrées, on n'a pas encore observé cela. Mais comme pour tout médicament, comme pour tout vaccin, la législation, les lois sont très strictes, il y a tout un système de pharmacovigilance qui fait qu'on est obligé de déclarer tout effet secondaire. Ça va être la même chose pour la Belgique. Et donc, il y a à la fois un réseau européen de surveillance et à la fois un registre américain. Mais donc, la probabilité est très faible. Et pour vous donner une idée, quand on prend sa voiture, eh bien, on a aussi un risque, 5 sur 100 000, de se faire renversé par une voiture. Donc, voilà, c'est pour vous donner un peu un rapport de proportion. Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une question de bénéfice-risque. Quand on voit tous les bénéfices que peuvent apporter les vaccins, eh bien, on est largement au-dessus. Alors, est-ce que je peux me faire vacciner si je suis malade? De nouveau, comme pour tous les vaccins, si vous avez de la fièvre ou si vous avez vraiment une infection aiguë, eh bien, on attend qu'elle passe. Idem si vous êtes en train de faire le Covid. De un, il n'y a pas d'urgence à se faire vacciner. Mais de deux, on va attendre au moins de passer la phase d'isolement de quarantaine, donc c'est plus ou moins 14 jours. Une question qui revient aussi fréquemment, c'est « j'ai déjà eu le Covid, est-ce que je dois me faire vacciner ?» D'un point de vue de risque, il n'y a aucun risque. Il y a eu des personnes dans les études qui avaient déjà des anticorps contre le Covid, donc il n'y a aucun risque d'avoir plus d'effets secondaires. Si on est en train de le faire, comme je viens de dire, on va attendre. Et par contre, le vaccin va avoir ce qu'on appelle un effet booster. Vous savez que pour beaucoup de vaccins, le tétanos par exemple, on fait un rappel tous les 10 ans. Pourquoi? Parce que le rappel, c'est juste pour dire au système immunitaire, il ne faut pas m'oublier, je suis toujours là, vous devez pouvoir vous défendre si je viens. Donc c'est un peu ça le concept du booster. Et bien ici, c'est la même chose, le fait d'aller vous faire vacciner si vous avez déjà eu le Covid, eh bien votre système immunitaire sera encore meilleur, votre taux d'anticorps en caricaturant sera meilleur. Les personnes qui sont sous Syntron, les personnes qui ont de l'héparine, les personnes qui ont d'autres anticoagulants, eh bien, il n'y a pas non plus de contre-indication. Si vous êtes bien suivi, que votre traitement est équilibré, vous pourrez faire le vaccin selon les modalités, c'est-à-dire en intramusculaire. Il faudra juste comprimer un peu plus longtemps. Alors, une question qui revient fréquemment aussi, c'est la grossesse. D'un point de vue théorique, ce type de vaccin, comme l'ARN, va être très rapidement détruit et qu'il va juste servir à fabriquer la protéine, a priori, il est vraiment peu probable que ces vaccins présentent un risque. Alors, il n'y a pas eu d'études qui étaient réalisées chez les femmes enceintes. Néanmoins, dans l'étude Pfizer et dans l'étude Moderna, il y a eu des grossesses qui étaient inattendues et pour lesquelles il n'y a aucun événement indésirable. Et donc, à l'heure actuelle, la Société américaine des obstétriciens et ce qu'on appelle le CDC, c'est un peu vraiment la grande instance de maladies infectieuses, laisse le choix aux femmes enceintes et donc ne contre-indique pas. Et donc, pour information, aux États-Unis, il y a en tout cas beaucoup de femmes enceintes ou médecins ou infirmières qui se sont déjà fait vacciner. Ça, je vais passer, on y reviendra. Alors, un concept peut-être important, on parle toujours de ces fameux 70%. Et donc, 70% de couverture vaccinale ou en tout cas d'immunité, ça permet quoi? Ça permet en fait d'empêcher le virus de continuer à se propager. Donc, un virus, c'est assez simple. Il ne sait pas se déplacer tout seul. Pour se déplacer, il a besoin d'infecter. Et donc, il a besoin d'infecter des personnes qui ne sont pas immunisées, qui ne savent pas se défendre contre le virus, donc qui n'ont pas encore été en contact avec. Et donc, ce qu'on appelle la herd immunity, donc l'immunité de groupe, c'est le fait d'aller ralentir et de bloquer la circulation du virus. Pourquoi? Parce que lorsque le virus voudra se propager dans une population, eh bien, il va rencontrer des personnes qui sont déjà protégées. Et donc, ces personnes-là, elles ne vont pas pouvoir développer la maladie. Et donc, quand il y a suffisamment de personnes qui sont protégées, eh bien, à un moment donné, le virus, il ne sait plus circuler, ou en tout cas, il circule beaucoup moins. Ça, j'y suis revenue. Alors aussi, une question qui revient souvent, c'est l'efficacité chez les personnes âgées. Il y a une efficacité, donc clairement, il y a moins de personnes âgées dans les études que des personnes plus jeunes.
c'est ce qu'on rencontre en fait dans quasi toutes les études avec les médicaments. Mais vous voyez quand même qu'entre les personnes vaccinées par rapport aux personnes non vaccinées, il n'y a pas eu dans la tranche de plus de 75 ans de personnes qui ont développé la maladie. Donc, on a pu confirmer l'efficacité. Et je vais terminer avec le variant, parce que ça revient tout le temps. Par rapport au variant, donc si on reprend schématiquement cette fameuse protéine S, je vous disais, c'est la clé qui a besoin d'une serrure, et cette serrure, elle se retrouve sur nos cellules. On va donc développer plein de sortes d'anticorps, dont certains anticorps qui vont avoir pour but de bloquer. C'est ce qu'on essaye de reproduire avec le vaccin. Mais donc, si le virus, ici en blanc, mute sa protéine S, eh bien, peut-être qu'il y aura une sorte d'anticorps qui ne pourra plus être efficace, mais on aura encore d'autres anticorps qui vont reconnaître la protéine S. Pourquoi? Parce que le virus, il n'a pas intérêt à trop changer. Je ne dis pas qu'il ne le fera pas, mais il n'a pas intérêt à trop changer parce que s'il change trop, c'est comme une clé. Si vous la modifiez trop, eh bien, elle ne rentrera plus dans la serrure. Et on a eu la chance, j'avais enlevé la dia, que Pfizer a déjà pris du sang de personnes vaccinées et a testé les anticorps de ces personnes vaccinées sur les nouveaux variants, en tout cas le britannique et le sud-africain. Et c'est plutôt rassurant parce que ces anticorps-là arrivaient à neutraliser le virus. Voilà, j'ai été un peu plus longue que prévu, mais donc je suis prête pour répondre à vos questions. Merci, docteur Belkir. Bon, moi j'ai compris que voilà, le vaccin, c'est vraiment la solution pour sortir de ces crises. Elles étaient vraiment aussi, j'ai revu l'épisode, les petites images de l'épisode Il était une fois avec Oui, le maestro, donc génial. voilà. Entre-temps, j'ai reçu quelques questions déjà des participants. N'hésitez pas à poser vos questions dans notre chat. La première question que je reçois ici, est-ce qu'on peut faire la fête après la vaccination? Alors, on pourra faire la fête, mais pas tout de suite. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. Donc, on a quelques données sur le fait qu'effectivement, se faire vacciner, a priori, on va réduire ce qu'on appelle le portage, donc le fait d'avoir le virus. Mais on n'a pas beaucoup de données. Donc, ce serait mentir que de dire oui, c'est sûr à 100%, on se fait vacciner, on n'aura plus jamais de virus dans le nid. Maintenant, néanmoins, quand on regarde avec tous les autres types de vaccination, quand on arrive à suffisamment de personnes qui sont protégées, qui sont immunisées, eh bien, il n'y a rien à faire, le virus circule beaucoup moins. Donc, même si, voilà, si moi je me fais vacciner la semaine prochaine et puis que j'ai ma deuxième injection 3 semaines après, je ne vais pas tout de suite enlever le masque, mais le but évidemment de la vaccination, c'est de reprendre une vie normale et que donc quand dans quelques mois, il y aura suffisamment de personnes qui seront vaccinées et que donc vraiment le virus va ne plus ou quasi ne plus circuler, alors oui, on pourra, je l'espère en tout cas, refaire la fête et reprendre une vie beaucoup plus normale que ce qu'elle n'est maintenant. Een andere vraag die stelde, hoe lang beschermt het virus? Combien de temps on est protégé avec le vaccin? Alors, on ne sait pas aller plus vite que le temps. Donc, ce que l'on sait par rapport à l'immunité dite naturelle, c'est que maintenant, la semaine passée encore est sorti un article qui disait qu'on était au moins protégé pendant 8 mois. Donc, ça a été étudié jusqu'à 8 mois. On espère qu'il va encore y avoir des publications qui vont nous dire encore plus longtemps. Donc, théoriquement, le vaccin, qui en général stimule de façon très spécifique notre système immunitaire, donc qui fait au moins aussi bien que l'immunité naturelle, donc, on peut espérer que ce soit au moins 8 mois. Certains immunologues vont même jusqu'à dire au minimum 1 voire 2 ans. C'est probablement tôt, mais c'est que le temps qui va nous le dire. Donc, toutes les personnes qui ont commencé l'étude au mois de juillet vont encore être suivies. Donc, on aura encore des résultats de façon régulière durant toute cette année. Ok, je vais regrouper quelques questions. J'ai reçu la question donc avec la reine. Vous êtes sûr que ça ne change pas notre NDA, je pense. Aussi une question, le vaccin est-il obligatoire? Est-ce que Non. mon werkgever peut me obliger de me faire vacciner?
Et aussi une question intéressante. Donc, l'OMS recommande d'attendre 6 mois pour les personnes qui ont eu le Covid, mais en Belgique, 15 jours. Est-ce que ce n'est pas un Non. gaspillage de vaccins? On me pose la Alors, question. oui, c'est une question très intéressante. Déjà, par rapport à l'obligation, donc là, c'est clair, la Belgique et la plupart des États ont estimé, et je pense tout à fait à juste titre, qu'il n'était pas obligatoire. Donc, on ne sait pas dans l'avenir, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il n'est pas obligatoire. Et donc, on espère que les gens auront envie de se faire vacciner et que beaucoup de gens se feront vacciner. Ça, c'est pour la première question. Je ne sais plus la deuxième. Vous m'avez dit… Si l'ARN ne change pas notre DNA. Oui, ça, c'est sûr et certain. Je sais que c'est une info qui circule énormément sur Internet, mais c'est sûr et certain. Et alors, il faut bien se rappeler quelque chose. Si vous attrapez le virus, vous attrapez aussi son ARN. Vous attrapez tout l'ARN. Ici, c'est un petit bout. Et l'ARN messager est détruit. Quand on vous vaccine, par exemple, contre la rougeole, la rubéole, les oreillons, c'est quoi ces vaccins-là que l'on fait depuis des années? Vous avez probablement, enfin, vous avez normalement, vous, été vacciné, vos enfants également, si vous avez des enfants. Là, on vous injecte en fait 3 virus à ARN qui sont vivants, Oui. atténués, mais qui sont vivants. Donc, on vous injecte aussi 3 longs morceaux d'ARN, vu que ce sont les virus en entier. Donc, l'ARN, quelque part, il est partout. Quand on fait un rhume, on attrape aussi un autre coronavirus, c'est aussi un virus ARN. Donc ici, je peux comprendre parce que tout a été vite, mais il y a eu des études et avec des patients qui ont été inclus pour des vaccins contre la rage, contre le Zika. On a un recul quand même depuis plus de 20 ans sur cette technique. Et donc clairement, ça on peut le dire, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait peut-être pas sur plein de choses, mais vous affirmez que l'ARN ne rentrera pas dans votre noyau, dans votre ADN, et qu'il n'ira pas transformer votre ADN, ça on peut vraiment le dire en toute confiance. Ok. Beaucoup de questions que je reçois sur les effets sur la fertilité. Oui, ça, il n'y en Moi, a mon pas. Donc mari, ça on aussi, veut le deuxième bébé, donc félicitations. Mais la dame écrit ici, donc est-ce que ça a un impact sur sa fertilité? non. Donc, ici, le vaccin, quand on va l'injecter, ça va vraiment être en intramusculaire et c'est au niveau des cellules du muscle qu'il va y avoir cette production de protéines S qui après va stimuler tout notre système immunitaire. Il n'y a aucun impact sur la fertilité. Et je me souviens de l'autre question que vous disiez, l'OMS disait 6 mois. Donc, Oui, en six fait, mois, oui. on peut, voilà. Donc, c'est juste une question de séquencer un petit peu au niveau timing. Donc, quand les personnes ont déjà fait le Covid, donc en tout cas, il n'y a pas de risque de se faire vacciner. Maintenant, si on est dans une optique effectivement de on n'a pas assez de vaccins pour tout le monde, il faut qu'on rationalise. Comme on sait que si on a fait le Covid, on est a priori protégé pendant au minimum 6 mois, eh bien, l'OMS a dit 6 mois, les Américains, eux, ont dit on vaccine après 3 mois. C'est une question plutôt de se dire on va mettre de côté les personnes qui l'ont déjà fait. Ça n'est pas une raison médicale ou une contre-indication médicale, mais d'un point de vue médical, les 14 jours proviennent du fait que, et ça c'est par extension avec tous les vaccins, si vous faites une infection aiguë, on ne va pas encore aller en plus vous vacciner, simplement parce qu'on n'aime pas aller embêter, entre guillemets, je caricature, notre système immunitaire quand il est déjà en train de travailler pour se défendre parce qu'on fait de la fièvre ou parce qu'on a une infection. Mais donc voilà, la nuance, elle est là. Oui. Je pense que ça, c'est aussi l'histoire qui se tourne sur Internet, des effets secondaires. Est-ce qu'on peut attraper IGV, hépatite Non, du vaccin? non. Donc c'est un vaccin. Donc il y a eu des soucis avec certains vaccins, par exemple les vaccins de la polio dans les années 60, où là il y a eu un lot, je pense en 63-64, qui a été contaminé par par un virus. Mais ici, pas du tout. C'est vraiment une technique en fait très pure, les vaccins ARN. Donc, vous fabriquez quelque part de l'ARN, vous l'entourez de cellules graisseuses, qu'on appelle les nanoparticules parce qu'elles sont très petites.
pour pouvoir simplement le transporter, et c'est tout. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas ce qu'on appelle des adjuvants, donc les sels d'aluminium que l'on met parfois aussi dans d'autres vaccins. Donc c'est vraiment très très pur. Vous pouvez retrouver la composition, c'est très facile. Mais donc il n'y a pas de manipulation avec des autres agents biologiques. Donc il n'y a vraiment aucun risque de se faire contaminer, que ce soit par le VIH, l'hépatite C, l'hépatite B. Là, pour le coup, vraiment aucun, en sachant en plus que maintenant, c'est très, très, très fort contrôlé, légiféré en termes de chaînes, les chaînes de vaccination, les lots de vaccination. Ici, je vois toute la logistique qu'il y a au niveau de la pharmacie, où vraiment chaque lot est bien remis. Donc, vraiment, voilà, pas de stress par rapport à ça. Ok. Plusieurs questions. Vacciner les enfants, est-ce que ça va venir ou pas? Pourquoi on vaccine Bon, deux questions. Et pourquoi on oui. vaccine les moins de 30 ans? Est-ce que c'est pas plus utile de uniquement vacciner les gens qui ont un risque? C'est une très bonne question. Alors, les enfants, la question va être très simple. Dans l'étude de Pfizer, on n'incluait que les gens à partir de 16 ans et dans l'étude de Moderna à partir de 18 ans. Donc, cette population-là, les enfants n'ont pas été inclus dans les études et donc, pour l'instant, il n'est pas question de vacciner les enfants. Il y a des études qui vont se faire, mais donc, ce n'est pas la priorité pour l'instant. Alors, c'est vrai que se dire, OK, on va d'abord vacciner les personnes qui ont le plus de risques de compliquer, d'avoir des complications ou de mourir du virus. Donc, c'est ce qui est fait dans quasi tous les pays. Donc, ce sont les personnes âgées ou les personnes qui ont des facteurs de risque. Et on pourrait se dire, en effet, c'est une question légitime. Bah, moi, j'ai 30 ans ou 20 ans. J'ai peu de chances de faire une complication. Pourquoi devrais me faire vacciner? Alors, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que peu de chances de faire une complication ne veut pas dire un risque zéro. On a vu, on voit, on suit des jeunes patients qui soit ont été hospitalisés, soit n'ont pas été hospitalisés, mais gardent des séquelles en termes de respiratoire, en termes de fatigue. Donc voilà, c'est une protection malgré tout individuelle. Et puis l'autre chose, c'est plutôt l'aspect collectif. Au plus il y a de gens vaccinés, au plus vite le virus sera coincé dans sa propagation. Et donc, au plus vite, on arrivera vraiment à réduire cette transmission du virus. Et donc, au plus vite, on pourra reprendre une vie qui se rapproche le plus possible de la normalité. Ja. Vraagje, ik heb het vaccin gekregen. Kan ik nog andere mensen ziek maken dan? Si je suis vacciné, est-ce que je peux encore rendre d'autres gens malades ou pas? Est-ce que je peux encore transmettre donc, le virus? Mais donc ça, c'est la grande question. Donc, dans Moderna, ils ont pris un petit échantillon de patients chez qui ils ont fait des frottis réguliers et donc ils ont vu que ça avait un effet sur donc, ce qu'on appelle le portage. Ça n'a pas été fait dans l'étude donc Pfizer, donc c'est vrai qu'on ne sait pas formellement l'impact que cela a sur ce qu'on appelle le portage, donc le fait d'avoir du virus mais de ne pas être malade. C'est la raison pour laquelle au début, il faudra continuer les fameux gestes barrières, mais par analogie à ce qui se passe avec les autres vaccins, par aussi le fait que l'on sait que lorsqu'on a de la fièvre, lorsqu'on est vraiment malade, c'est à ce moment-là qu'on crache entre guillemets le plus de virus, on peut estimer quand même que la vaccination oui, va réduire cette transmission. C'est aussi le but de la vaccination. Mais on n'a pas encore de données formelles pour dire, voilà, je me fais vacciner, j'ai ma deuxième dose, après X jours, je suis sûre de ne plus avoir de virus qui n'ira jamais, entre guillemets, dans mon nez et que je ne transmettrai pas. Ça, on ne peut pas l'affirmer. Ja, ik denk dat de volgende vraag van een zorgkundige of een verpleger is, le vial, il y a au début, il y avait 5 doses, puis on peut augmenter jusqu'aux 6. Mais ici, l'infirmier me demande, oui, wij kunnen tot 7 dosissen gaan. Est-ce qu'on peut adresser 7 doses d'un vial? Ou est-ce que c'est limité à 6? Alors, il faut savoir que quand on produit des vaccins, et quand on produit des vaccins justement sous forme comme ça de vial ou des médicaments, en fait, la firme est obligée de mettre un volume qui est un petit peu plus important que la dose qui est normalement prévue.
Et donc ici, avec des seringues, si on prend vraiment, on peut aller jusque 6, en effet, mais normalement pour ça, il faut aussi que l'EMEA, donc l'Agence européenne du médicament, et aux États-Unis, l'Agence fédérale, autorise ça, autorise que dans un vial officiellement prévu pour 5, on puisse prendre 6. Ça maintenant, c'est bon. Ok. Mais effectivement, avec des seringues dites vraiment à pression négative, donc qui vont ne pas laisser d'air du tout, on pourrait aller jusque 7. Mais ce n'est pas avec toutes les seringues. Donc pour l'instant, c'est déjà bien, on gagne 20%. Vu que de 5, on passe à 6. Et d'un point de vue légal, entre guillemets, je ne sais pas le terme exact, mais par rapport aux autorités de l'Agence européenne des médicaments, etc., ce qui est autorisé, c'est d'aller jusque 6, pas d'aller Oui. jusque 7. Donc, pour être clair, 6, c'est bon, 6. 7, ne pas le faire. Même si en pratique, on pourrait, avec certaines Oui, seringues, pour l'instant, ce qui est autorisé, c'est 6. oui. Ce qui est déjà quand Ok. même pas mal, vu que, voilà, c'était 5 qui étaient prévus. Oui, ok, merci. Et on sait que le vaccin, het vaccin moet bewaard worden in een frigo Oui. op een bepaalde temperatuur. Si le vaccin n'est pas bien conservé, qu'est-ce qui se passe si on administre ça? Et donc, en fait, justement, un des arguments pour montrer que l'ARN, quelque part, ne reste pas longtemps et se détruit facilement même dans nos cellules, l'ARN, c'est très, très fragile. C'est aussi un des freins qui a été mis jusqu'à présent pour le développement de vaccins. Et donc, pour qu'il se conserve, le Pfizer doit aller jusque moins 80, donc c'est vraiment toute une logistique, d'où le fait qu'il n'y a que quelques hôpitaux qui ont pu en avoir parce que les congélateurs à moins 80 ne sont pas fréquents. Et par contre, le Moderna a pu stabiliser à moins 20. Et donc, il y a aussi toute une chaîne, chaîne de décongélation, de combien de temps on peut garder le flacon lorsqu'il a été décongelé. Et donc, si cette chaîne-là n'est pas bien respectée, en fait, ce qu'on risque, c'est d'avoir peut-être quelque chose qui, au final, n'est pas efficace. Mais il faut savoir que tout est fait, en tout cas en Belgique, pour que justement, on n'ait pas ça. Il y a eu des entraînements à blanc, hein, donc avant la campagne de vaccination, où on a vraiment testé avec les pharmacies, les transporteurs, pour que la chaîne du froid soit bien respectée. Donc à nouveau, voilà, l'erreur, elle est humaine. Je ne vais pas dire qu'il y aura peut-être jamais d'erreur, mais a priori, le risque d'erreur est très faible. Très, Ok. très faible. Parce que tout est fait pour que, en plus, les pharmaciens, vous le savez, sont des gens Yeah. très organisés. Donc voilà. Et une dame qui me pose la question, combien de temps on peut rester ça au frigo? C'est 5 jours, hein, après le décongèlement. Oui, c'est maximum Oui, 5 jours, tout à fait. maximum 5 jours. Hein. Maximum 5 jours. Après, on ne peut plus garantir de l'efficacité. Donc, on ne peut pas faire de vaccin avec un décongelé plus de 5 jours. Ok. Deux questions. La traçabilité du vaccin. Je vais dire littéralement, est-ce qu'on peut me tracer suite au vaccin? Alors, tracer quelqu'un, non. Non, non, non. Il faut savoir que ça, c'est déjà quelque chose qui circulait en 2009 avec l'épidémie H1N1. Donc, à l'époque déjà, je me souviens, j'étais jeune infectiologue, il y avait déjà ce stress que le vaccin, il y aurait, je ne sais pas, une puce ou quelque chose qui fait qu'on pourrait être tracé. Non, clairement, il n'y a aucun risque par rapport à ça. La seule chose, c'est qu'il y a, ça n'a rien à voir, mais autant si la question vient, donc on devra signifier sur le dossier médical, hein, l'équivalent de e-health, qu'il y a effectivement eu le vaccin avec le numéro du lot du vaccin. C'est tout, mais ça fait partie du dossier médical et ça va être mis sur un programme qui s'appelle Vaccinet, mais donc qui est en lien avec ce qu'on appelle e-health, donc avec notre propre dossier médical et ces informations ne vont pas aller aux firmes. Vous pouvez être rassuré, le secret médical continue à prévaloir même en cas de pandémie. Donc il ne faut pas se stresser par rapport à ça. Ok. Et donc, ça vaut aussi quand on administre le vaccin dans une collectivité. Là aussi, le secret Oui, médical médical et est oui. conservé. Euh, bon, vu votre expérience et vous êtes lié aussi aux cliniques universitaires Saint-Luc, hein, un grand hôpital ici à Bruxelles, et comme on a déjà commencé à vacciner,
28 décembre, aussi dans une maison de repos qui est très proche Oui. de Saint-Luc, le Notre-Dame de Stockholm, et les dernières semaines aussi, donc déjà plus que 50% des MR-MRS ont déjà reçu le premier vaccin. Est-ce que vous avez entendu des histoires des gens qui reagessen mal, personen die slecht reageren, die allergische reacties hebben gehad of anafylactische shocken en zo, hartstilstanden? Non. Non. Non, après, bon, je ne vais pas du tout prétendre que je suis au courant du tout, mais a priori, nous, on n'a pas, et quand je discute avec mes collègues, dont certains sont allés aussi dans des homes, il n'y a pas eu de problème particulier, si ce n'est les réactions classiques, je vous disais, douleur, chez certains un peu de fièvre. Et alors, il faut savoir qu'on pourra suivre sur le site de la FMPS, donc de l'Agence fédérale des médicaments, on pourra suivre semaine par semaine, il y aura un rapport avec les effets secondaires qui ont été déclarés, et donc même les effets secondaires de type nausée, de type douleur. Et pour l'instant, en Belgique, a priori, de ce que j'ai vu récemment, il n'y a pas eu de réaction allergique sévère déclarée. Ok, merci. Donc, mais il y en aura probablement, vu qu'il va y avoir, on l'espère, beaucoup de monde vacciné. Donc, il y aura quand même la probabilité qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui fasse une réaction allergique, mais une réaction allergique, on sait la prendre en charge. Ok. Pour clôturer, le vaccin s'administre en 2 fois, surtout Oui. celui de Pfizer, Moderna. Et Moderna aussi. Pfizer, Moderna aussi. Est-ce que vous pouvez conseiller, enfin, est-ce qu'il y a une grande différence entre les différents vaccins, soit ils sont, j'ai entendu aussi AstraZeneca, Johnson & Johnson, quelles sont les différences entre ces vaccins? Alors, Pfizer et Moderna, c'est la même chose, donc c'est l'ARN, c'est ceux qu'on a à l'heure actuelle. Pfizer, c'est la dose, c'est 30 microgrammes et c'est 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Moderna, c'est 100 microgrammes par dose et c'est 2 injections à 1 mois d'intervalle à 28 jours. Le prochain qui va peut-être arriver, donc l'AstraZeneca, qui a montré aussi une bonne efficacité, là, c'est différent. Là, vous prenez un autre virus, ce qu'on appelle un adénovirus. Pour AstraZeneca, c'est un adénovirus du singe, donc il ne sait pas provoquer de maladie chez l'homme, et dans lequel, donc vous prenez le virus, et bien là vous allez mettre l'information de la protéine S dans le virus. Et donc quand le vaccin vient avec le virus, et bien à un moment donné, notre organisme aussi va fabriquer cette fameuse protéine S. Vraiment, tout tourne autour de la protéine S pour ensuite stimuler notre système immunitaire. Et le Johnson & Johnson, c'est un peu aussi le même concept, ce qu'on appelle des vaccins à vecteurs viraux. Mais on ne les a pas encore, donc voilà. S'il faut, on fera une séance d'explication pour ça. Mais donc pour l'instant, c'est le Pfizer et le Moderna, donc les vaccins ARN. Ok, merci. Je pense que ça c'est tout. Peut-être une dernière question. Pour moi, c'est sûr, moi je vais me faire vacciner. Ik laat mij sowieso vaccineren. Docteur Belkier, si demain, ou je sais pas, est-ce que vous êtes déjà vacciné? Est-ce que vous allez Alors moi, je recevoir le vaccin? suis très impatiente de me faire vacciner. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le fait que dans toute cette triste histoire de pandémie, c'est vraiment extraordinaire qu'on ait déjà un vaccin. C'est vraiment lié à un effort mondial. Et donc, ce vaccin, c'est une de nos portes de sortie, c'est vraiment la porte de sortie. Donc moi, je me réjouis et je n'attends que ça, me faire vacciner. Et donc j'espère qu'on va pouvoir commencer les vaccinations chez nous la semaine prochaine. Donc voilà. Ok. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc je m'adresse aux spectateurs. Vous êtes nombreux, plus de 150 personnes ici présentes ce midi qui ont passé, je suppose, une partie de leur pause midi avec nous. We zijn met meer dan 150 deze uitzending, dus ik dank u allen om eigenlijk, denk ik, ook vaak een stuk van uw middagpauze met ons gedeeld te hebben. Un grand merci à Dr. Leila Belkier pour passer votre midi avec nous. Grote dank ook aan de dokter om bij ons aanwezig te zijn. Deze opname, deze uiteenzetting is opgenomen en wordt ook eigenlijk eerstdaags op de website van
onze website geplaatst en ook op de andere websites die van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en ook de CROF. Cette émission est enregistrée et on va mettre ça à disposition de tout le monde via notre site web. Blijf bij ons. Als u nog vragen hebt, spreek gerust met de personen in uw collectiviteit. U kan ook bij ons terecht voor vragen. Si vous avez encore des questions sur la vaccination, parlez-en avec vos responsables et aussi les responsables médicaux au sein de votre collectivité. Viens aussi chez nous avec vos questions. Un grand merci à tout le monde. Keep up the good work. We hopen elkaar binnenkort terug te zien. Een hele fijne middag nog. Merci d'être chez nous. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon excellent fin de vos journées. Blijf gezond, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Dr. Bakir. Merci. De rien.